Moi, je suis coach adjoint de la réserve de Liège. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va être facile. Pour moi, en tout cas, la sécurité n'avait pas de prix. Et je savais que en faisant des études, j'avais mon sort entre mes mains. En fait, on ne doit pas faire miroiter aux jeunes des possibilités qui n'auront pas tous. Il y a des moments où je me suis sorti seul, vraiment. Tu sens que tu déçois des gens aussi. Et ça a été dur. Comment se relever de ça? Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Au Mental, le podcast qui plonge dans la mentalité des athlètes. Donc, nouvel épisode, nouvelle discussion avec une autre personne qui représente bien ce dont on a envie de parler. Donc, des personnes qui viennent partager leurs valeurs, leur expérience pour pouvoir toucher les personnes qui nous écoutent. José. Salut José, comment tu vas? Salut, ça va? Très bien. Et vous, j'espère que vous allez bien. Ça va. Tout le monde va bien. Donc, merci, excuse-moi de te couper non, déjà. T'inquiète. Merci en tout cas pour l'invitation. Quand Andy m'en a parlé via Instagram, j'ai directement accepté parce que je pense que le partage d'expérience, c'est quelque chose d'enrichissant. Là, je vais apprendre. J'espère que je vais toucher d'autres gens aussi. Donc merci pour ça. Yes, allons-y. Et donc, on est autour de la table avec Joël, donc psychologue de formation et coach mental, et Andy qu'on ne présente plus, même si on va encore quand même le faire, Andy Kawaya. Donc, il me trompe, ça c'est. grand athlète, ancien joueur professionnel et qui est aussi avec nous dans ces conversations sur les questions du mental. Et puis, vous connaissez, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Vous êtes croisés dans le monde du sport. Je ne sais pas si vous avez joué ensemble. Non, l'un contre l'autre. Mais on a fait détection équipe nationale ensemble, dans la même équipe. Ça, okay. Ouais. Il était trop chaud. Pas plus chaud que lui. Et l'un contre l'autre, comment ça s'est passé les fois où vous êtes gagnés? Qui prenait le dessus sur l'autre, on va dire? Au tout début, on jouait pas vraiment. Enfin, aussi, on jouait l'un contre l'autre, mais pas la même position. Parce que toi, tu étais déjà flanc. Moi, j'étais encore flanc. Donc, on n'était pas l'un contre l'autre. Puis, à partir de U16, je suis devenu back. Et c'est là que j'ai eu des difficultés face à vivacité, technique. Fallait bien dormir la veille, quoi. Non, mais moi, j'ai joué au Bruxelles aussi. Donc, quand il était au Standard et que moi, j'étais au Bruxelles, je me souviens de votre coach d'ailleurs qui faisait crier tout le temps. Mais c'est le père de Huitzel, du coup. Mais il me tapait tout le temps. Ouais, tout le temps quand j'étais au Bruxelles. Après, quand je suis parti en direct, là, c'était vraiment classico des jeunes. C'était intense, hein. C'était pas de la blague. Très beau souvenir. Depuis la jeunesse, le plus jeune âge, c'était, comme j'avais dit, c'était compétition. Tu devais gagner ce match-là. Et on se parlait pas. Hein. Je me souviens, tu sais qu'un jour, on joue contre eux comment ça s'appelle encore votre centre? Robert Louis Dreyfus à l'académie. Ouais. On joue à l'académie et on voit votre gardien. Et on lui pose la question, on joue sur quel terrain? Il ne nous répond pas. Il ne répond pas, rivalité, il ne répond pas. C'était vraiment tendu. Et, c'est réel. Et mon coéquipier lui dit, je vais te mettre 2 goals aujourd'hui. Tu vois, des trucs comme ça. On avait quoi, 14-15 ans, tu vois. Et donc c'était vraiment intense. Et quand on joue contre eux, donc je pense que c'était assez équilibré. Hein. Assez équilibré. Après, il y a des années où on avait vraiment une très bonne équipe et on vous battait les 2 matchs. Et puis vous avez une année où vous avez une très bonne équipe, vous nous battiez. Exactement. Mais non, c'est comme tu dis, c'est vraiment des... Et on a grandi dans ça, dans la rivalité vraiment Standard Anderlecht. On va revenir plus tard sur mon parcours, je pense. Mais début de saison, tu regardes 2 dates dans le calendrier. Wow. C'est ces 2 matchs-là. Ouais, franchement, ouais. Et puis on a fait un tournoi l'un contre l'autre aussi, hein, où vous avez gagné, je pense. Ouais, on gagne 4-0 en finale. Précise bien le score. En U14, ça, si je me souviens, les tournois de pré-saison. Ouais. Mais voilà, très bien. Puis j'ai une photo d'ailleurs de Bruxelles Standard. Ça va. Après, et puis dernière fois qu'on a joué l'un contre l'autre, c'est quand je suis à Charleroi. À Charleroi? Ouais. Moi, j'étais en réserve aussi. Ouais, c'est ça. Réserve Charleroi, réserve Anderlecht. Ouais. Là, je me souviens plus du score. Ouais, on a eu joué, c'était... Mais justement, donc toi, en face de toi, tu as une personne qui a fait toutes ses classes à Anderlecht, enfin, toutes ses classes, presque toutes, et toi, tu as fait toutes tes classes au Standard. Donc, Andy nous parlait la dernière fois du fait qu'on ressent le niveau d'exigence du haut niveau très, très tôt dans un club comme Anderlecht. Comment ça se passe au Standard à ce niveau-là? C'est pareil. C'est pareil dans le sens où, début de saison, tu as une feuille de route. C'est-à-dire que entraînement à cette heure-là, il faut être une demi-heure avant dans le vestiaire. Il y a aussi tout ce côté où les vêtements, le mardi, on s'entraîne en rouge. Le mercredi, on s'entraîne en noir. Donc, t'es drillé à ça parce que je pense que pour atteindre le haut niveau, il faut une certaine discipline.
Et cette discipline-là, en U9, moi, je suis arrivé en U9 au Standard de Liège, on te l'inculque déjà. On te l'inculque déjà. Et le haut niveau, c'est pas forcément que les performances sur le terrain. C'est aussi tout ce qu'il y a autour de ça. Donc le respect du matériel. Chaque semaine, chaque jour, tout le monde doit faire le vestiaire. Donc c'est ranger les plots, ranger ceci, cela. Et je pense que pour atteindre le haut niveau, il faut d'abord être discipliné en dehors du terrain. Puis ensuite, bien sûr, tu as le terrain où à l'âge en U9, on s'entraîne déjà 3 fois semaine, ce qui est quand même, pour des enfants de 8 ans, qui est quand même un bon rythme de travail. Et quand tu travailles, c'est le silence. On parle foot. On parle pas d'autre chose. Mhm. Et bon, on va revenir peut-être plus tard à ça, mais c'est pour ça que des fois, dans le foot amateur, j'ai difficile. Parce que des fois, le coach, il explique un exercice, t'en as plein qui parlent. Et j'ai ça aussi avec mes joueurs aujourd'hui que j'entraîne, c'est que des fois, le coach parle, mais eux, ils ont tellement pas été habitués à cet ordre-là, qu'ils parlent en même temps ou qu'ils jouent avec le ballon. Donc, pour atteindre le haut niveau, il y a ce côté discipline et il y a ce côté aussi travail sur le terrain où on est sérieux et où on pense qu'au foot, quoi. J'ai oublié de te poser une question qu'on se doit de poser à chaque début d'émission. C'est quoi ta définition d'un champion? Le champion, c'est celui qui se respecte d'abord soi-même, dans son rythme de vie, dans la qualité de vie qu'il a. Et le champion aussi, c'est celui qui respecte l'entité pour laquelle il travaille. Donc moi, en tant que footballeur, c'est le club. Je pense qu'avant de voir son propre intérêt, on défend un maillot. Et il faut toujours se donner à fond pour ce maillot. Parce que tout autour du terrain, tout autour du football, il y a énormément de gens qui travaillent mais qu'on ne voit pas. Qui sont moins bien payés que ceux qui sont sur le terrain, même dans le football amateur, beaucoup de bénévoles, etc. Et c'est pour eux. D'abord le respect. Être un champion, c'est être respectueux. Et puis après, c'est toujours se donner à fond. Toujours se donner à fond parce que je pense que pour être un champion, il faut vivre sans regret. Et pour vivre sans regret, il faut se donner à fond. Advienne ce qui arrivera, mais il faut être à fond. Voilà. Tu parlais donc juste avant en gros, la culture du haut niveau qui est inculquée très tôt dans un club comme le Standard et comme tu l'as dit aussi, Andy, dans un club comme Anderlecht. Est-ce que tu te rappelles un petit peu? Bon, toi, tu as littéralement commencé au Standard. J'ai d'abord commencé dans mon quartier, Mhm. au FC Jupy. Mhm. Puis donc j'ai joué 3 ans, de 5 ans à 8 ans. Et puis à l'âge de 8 ans, c'est là que je suis arrivé au Standard. Ok, donc j'allais demander un avant-après, mais je suppose que tu te rappelles pas vraiment de la transition, ou peut-être que si en fait. Ouais, si, je me souviens du jour où le recruteur du Standard est venu me trouver. C'est Marc Segato, qui a été mon coach par après, avec qui j'ai été champion de Belgique, qui est coach aujourd'hui à Brève, dans la région de Liège, avec qui je suis toujours en contact. Donc, la transition, c'est... je passe de 1 entraînement à 3 entraînements. On habitait des appartements sociaux. Le terrain de foot est juste derrière. Alors que là, c'est de là où j'habite jusqu'au centre de formation, c'est 12 km. Donc, c'est papa qui doit être là tout le temps, ou maman. Donc, c'est un nouveau rythme de vie. Un nouveau rythme aussi dans la famille, quand même. Je me souviens quand même de ça. Donc, la transition, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a vraiment un gros changement. Vraiment un vrai gros changement. Et comment tu le vois aussi autour de toi? Tu sais, la famille, les amis. Je suppose que pour un enfant de Liège, jouer au Standard, c'est le Graal, un petit peu. Comment ça se passe autour de toi, même à l'école? Comment les gens te perçoivent, etc. Dans l'entourage familial, j'ai pas perçu quelque chose de... Rien n'avait changé. Bon, après, voilà, c'est toujours les tontons et les tantines sont contents parce que le foot reste plus qu'un hobby aujourd'hui. C'est une valeur et un statut social quand t'es footballeur. Donc, il y en a beaucoup peut-être qui s'imaginaient déjà que, sans savoir tout le travail qu'il faut accomplir pour y arriver. À l'école, ça a été beaucoup... tu te fais beaucoup d'amis. Parce que non, mais c'est vrai, parce que tu joues au Standard de Liège, qui reste à l'époque le seul club de la région, seul grand club de la région à l'époque. Puis oui, les gens viennent vers toi, les gens sont beaucoup plus copains avec toi. Et c'est plus comme ça que je l'ai vécu. Mais sinon, rien de déstabilisant, quoi, mais c'était vraiment dans ce sens-là où tu es plus populaire, quoi. Mhm. Sur le terrain, avec justement cette culture du haut niveau, je suppose que si tu es au Standard, c'est que tu as le talent qu'il faut. Est-ce qu'il y a
dans ton parcours, est-ce que ça se voit très vite, les personnes qui ont à la fois, comme tu as dit, ce qu'il faut sur le terrain, mais qui n'ont peut-être pas ce qu'il faut en dehors du terrain, ou en tout cas autour du talent, que ce soit au niveau caractère, au niveau sérieux, etc. etc. Je pense que quand tu es jeune, le talent peut suffire. Vraiment, moi j'ai eu des coéquipiers qui étaient hyper talentueux. Et aujourd'hui, en toute humilité, bah, je peux pas jalouser entre guillemets leur carrière, tu vois. Parce que au final, on joue peut-être au même niveau. Et c'est des personnes qui peut-être se sont seulement reposées sur leur talent et n'ont pas eu la même discipline de travail que d'autres auraient pu, auraient pu avoir. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi au niveau auquel on les attendait. Euh, Puis voilà, à 14, 15, 16 ans, tu peux encore ne pas être sérieux, dormir à 3 heures du matin pour jouer le lendemain à 14 heures. Mais plus on monte, plus le niveau est de plus en plus exigeant, plus les... C'est ça, j'ai remarqué quand je suis arrivé à Charleroi, c'est que autour de moi, il n'y avait pas forcément des joueurs plus talentueux que moi, mais il y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concentrés et beaucoup plus... ils avaient conscience en fait que la place à laquelle ils étaient, c'était une place qui était convoitée. Donc, ils mettaient en place en fait tout ce qu'il fallait autour d'eux pour pouvoir garder cette place-là. Et un joueur talentueux qui n'a pas eu cette culture du travail tout au long de ton parcours, ben, quand tu arrives à 18, 19, 20 ans, ben, c'est trop tard pour la mettre en place. C'est trop tard parce que t'es pas drillé à ça. Et le retard que tu dois rattraper, c'est un retard qui est difficile à rattraper. Même bêtement, tu as une blessure de 3 mois, bah, tu dois travailler peut-être 3 mois de plus pour pouvoir réatteindre ton niveau. Et si tu n'as pas cette mentalité-là dès que tu es petit, je veux dire au début de l'adolescence, ben, ce sera difficile à adopter. Ouais. Ouais. Voilà. Et ces joueurs dont tu parles, que tu as vus au Sporting de Charleroi et qui, selon toi, avaient une meilleure conscience, entre guillemets, que toi de tout ce que tu as dit, donc leur place est convoitée et qui faisaient en sorte de mettre en place ce qu'il fallait pour se donner à fond. Comment ça se manifeste? Enfin, quelles sont les choses que tu pouvais voir que ces joueurs-là faisaient de différent des autres, par exemple? Ben, je vais prendre 2 exemples. Ben, tu avais Stergos Marinos qui était à des bacs de Charleroi. Le gars arrivait tout le temps avant tout le monde, faisait ses étirements, faisait ses abdos, allait sur le terrain, faisait son entraînement. C'était pas le plus fort de l'équipe. Vraiment, c'était pas le plus talentueux et tout. Mais le gars, toujours à fond. Il rate une passe, et ben, il va t'en réussir 10. Il va rater la 11e, et ben, il va plus rater de place jusqu'à la 30e. Donc le gars, tu sens qu'il est discipliné et que il est là pour toujours faire mieux. Le deuxième exemple, c'est Jérémy Perbet. Lui, on va pas le présenter. C'est même l'année passée au RFC Liège, à 35, 36 ans, il met 33 buts en D1 amateur. Et pour mettre encore 33 buts en D1 amateur, si je me trompe pas, si c'est 33, mais je pense que c'est une trentaine, c'est que le gars, tout au long de sa carrière, ben, il a mis en place des choses pour garder un tel niveau. Et surtout, le gars, il peut se dire, j'ai fini meilleur buteur de la Liga Santander. J'ai marqué un but à Casillas. Ah, moi, il me racontait des histoires. J'avais 19 ans, j'étais comme un fou. Le gars, j'ai marqué au Camp Nou, j'ai marqué au Bernabéu. Mais le gars, il venait à l'entraînement, sérieux, travail. Il me disait toujours l'hydratation, le repos, les étirements. C'est fort. Il n'y a pas de secret. Non. Il n'y a vraiment pas de secret. Franchement, moi, c'est les 2 exemples qui m'ont le plus marqué, surtout plus Perbet parce que c'est la longévité qui parle pour lui. Il a été un grand artisan de la montée du RFC Liège dans le monde professionnel, donc, et à 36 ans. Donc, leur retour d'ailleurs. C'est leur retour. Hein. Ouais, c'est la première fois depuis les années 90 qu'ils sont de retour dans le monde professionnel. RFC Liège, c'est un club un peu historique. Hein. Bien sûr, on les attend en Division 1 d'ailleurs. Si RODM, RFC Liège peuvent être en Division 1, ça va être la fête dans le pays. Hein. Déjà que les derbies en D1 amateur, il y a quelques années, c'était chaud. Alors imagine si... ça peut être cool. Mais toi, donc, tu t'es comparé, enfin, tu as dit qu'en arrivant au Sporting, il y avait des joueurs comme ceux que tu as cités qui avaient ces choses en plus. Qu'est-ce que tu penses
qui t'a manqué pour pour avoir cette même mentalité ou discipline? Quelles sont les choses que tu aurais pu peut-être mieux faire ou peut-être que c'était dans la tête? Enfin, quels sont les éléments, tu penses, qui t'ont manqué pour avoir ce degré-là aussi? Je pense que comme j'ai été drillé là-dedans, cette discipline, je l'avais. Et on me l'a beaucoup fait remarquer. On m'a dit, toi, t'es un garçon toujours. Tous mes coachs m'ont toujours dit, ouais, t'es le genre de joueur que les coachs aimeraient bien avoir parce que t'es quelqu'un de discipliné, de sérieux, qui écoute et qui met en application les remarques qu'on pouvait me faire, pardon. Après, je je peux pas revendiquer et dire que j'ai été professionnel. Pour moi, j'ai jamais été professionnel, même si j'ai partagé le vestiaire avec les professionnels au Sporting de Charleroi et un peu en National 1 avec le RFC Liège. Mais quand j'y allais, eh ben, je faisais tout pour pouvoir y rester. Je pense que on m'a pas forcément donné ma chance, mais moi, j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu entends par je peux pas me considérer que j'ai été professionnel? Ben, dans le sens où moi, j'ai jamais eu de contrat pro. Ok. Moi, j'ai jamais foulé une pelouse de D1. Moi, j'ai même... Enfin, si, j'ai fait 2 bancs, mais sans... Voilà, j'étais dans le groupe, mais sans forcément compter. Mais j'ai eu cette expérience du monde professionnel, sans être professionnel, avoir le statut de professionnel. Je pouvais pas revendiquer et dire, OK, aujourd'hui, j'arrête tout ce que je fais pour me concentrer dans le football. Mais t'avais pas ce statut, mais tu avais le lifestyle. Je veux dire, tu t'entraînais comme eux, tu devais avoir la discipline d'un professionnel. Ça, oui, ça, oui, ça, oui. Donc, J'étais obligé ouais, c'est pour ça. pouvoir suivre le rythme. Ouais, J'étais obligé. Mais je me suis jamais mis en tête que j'étais professionnel de statut, mais professionnel en devenir. Dans le sens où je mettais toujours les choses en place pour pouvoir atteindre le niveau que je voulais, que je rêvais d'atteindre. Simplement. En parlant de rêve, justement, quand on discutait avant l'émission, donc tu m'as parlé du fait que tu as fait des études, donc en parallèle avec ta progression dans le foot, donc tu es arrivé, je sais pas si tu as joué en réserve au Standard. Oh non, U19. U19. La dernière année, c'est U19. Mais tu as fait 2 saisons de réserve 2 saisons de réserve au à Sporting Charleroi. Charleroi. Et à côté de ça, tu faisais des études, donc Ouais. tu étais en école supérieure À Charleroi. à Charleroi. Il y a cette notion de sécurité un petit peu que je sentais dans ton discours, où tu m'as dit que voilà, c'était pour toi la meilleure décision de ta vie de poursuivre tes études quand tu étais en réserve au Standard. J'ai envie de voir un petit peu, à ton avis, est-ce qu'il y a une opposition entre le fait de rêver d'être professionnel, enfin que ce soit professionnel au foot ou dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire de rêver, et qui dit rêve dit parfois quelque chose d'irrationnel, et cette sécurité que tu te gardes de faire des études. Est-ce que tu penses que la sécurité a pu être un frein à ce rêve et à ce parcours de devenir joueur professionnel? Oui, parce que moi, donc j'ai quitté Charleroi, j'ai fait une saison sans club, et puis j'ai retrouvé un club de D2 amateur. Et pendant cette période où je suis dans le club d'Amoir, donc au mois de décembre, il y a le club de Roda qui m'appelle pour les 23. Donc moi, voilà, tout content, je pars à Roda. Et à la base, je dois faire 3 semaines de test. Mais après 2 jours, le coach il me dit, écoute, j'ai vu ce qu'il fallait voir, je te prends, je te veux et tout. Faut savoir qu'à un mois, je joue pas. Puis je vais à Roda pendant un mois. Je joue Schalke, je joue Vitesse Arnhem, je joue Cologne. Je suis titulaire ces matchs-là, je fais des bons matchs. Et là, je dis, c'est reparti, quoi. Mais en parallèle, j'avais déjà commencé mes études, donc j'étais en bac 2 à l'époque. Et le club de Roda, après un mois, me dit que voilà, nous, on n'a pas de fonds. Donc, on peut malheureusement pas te mettre de contrat. Et moi, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, vous mettez juste l'essence et moi, je viens jouer. Moi, j'avais pris du plaisir, voilà, je me suis dit, je suis à Roda, il y a des perspectives. Ouais. Je peux avoir des perspectives d'avenir dans le football. Et donc, comme je disais, à ce moment-là, je suis en bac 2, c'est la période d'examen. Il faut que je fasse un choix, le choix le plus judicieux pour moi. Et dans ces cas-là, j'écoute toujours mon cœur. Puis je tâtonne aussi avec ma raison. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque
d'aller quelque part sans avoir de réelles perspectives de carrière. Parce que si, tu as des perspectives parce que tu rêves, mais est-ce que tu as des réelles perspectives sur papier? Parce que tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'argent. Donc je peux être bon, comme j'ai été bon pendant 1 mois, Ouais. mais par après, ça ne suit pas, quoi. Donc j'ai décidé de... j'ai dit à Roda, écoutez, moi, c'est pas possible, j'ai mes études, et j'ai continué mes études, mais c'est cette part de risque aussi que d'autres ont pris, que moi, j'ai pas pris, parce que je savais au fond de moi que j'avais les capacités de pouvoir réussir autre part que dans le football. Donc, c'est faire la part des choses, hein, aussi consulter son entourage, voir un peu quelles sont les possibilités et ce qui est le mieux, ce qui était le mieux pour moi. Et là, je pense que c'est la décision, comme tu l'as dit, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et aujourd'hui, je suis très, très content de l'avoir fait, quoi. Mais tu dis que ouais, tu as pris une bonne décision, que tu as été soutenu, je suppose, par tes parents. Ouais. Mais je sais que, et j'ai vu ton dernier poste quand tu obtiens ton diplôme, donc félicitations d'ailleurs pour ça, Merci. que tu rêves de jouer à l'Olympique de Marseille. Donc comment est-ce que, à ce moment-là, quand tu dois prendre cette décision, comment tu le vis? Parce que moi, je sais que là, je viens d'arrêter, mais voilà, c'est pour des circonstances, pour la santé, mais c'est pas facile de se dire j'avais toutes les qualités pour le faire. Et à cause de circonstances et à cause du fait qu'on m'a peut-être pas donné ma chance au bon moment, je peux pas le faire. Comment tu le vis et qui fait que tu puisses te relever aussi facilement et te dire, ok, non, je vais arriver sur la nouvelle voie et je vais tout casser. C'est une bonne question. Au-delà de tout ce qui est physique, moi, j'ai, je crois en Dieu. Et, et à cette période de ma vie, quand je priais, j'avais toujours... je lui demandais en fait de me montrer le chemin. Et en lui demandant de me montrer le chemin, je voyais que ce n'était pas le chemin du football en fait qu'il me montrait. Comme je vous disais tout à l'heure en off, la période où je suis sans club, c'est une période où je me découvre en fait. La lecture, mon attrait pour la politique, pour d'autres choses, la musique, etc. Donc le football, je me suis dit que je me donnerais toujours à fond dans ce que je fais parce que dans la vie, on ne sait jamais. J'avais le talent pour, j'avais l'état d'esprit pour, mais je pense que, pour moi en tout cas, la sécurité n'avait pas de prix. Et je savais que en faisant des études, j'avais mon sort entre mes mains. C'était surtout ça. C'était surtout être en capacité de contrôler mon avenir. Alors que le football, Charleroi, je dois signer un contrat, je vais à la Réunion, on dit tu signes pas. Je fais une saison sans club, je vais à Moire en D2 amateur, je joue pas. Puis par après, RFC Liège, voilà, on me prête, etc. Je reviens au club alors que je fais une bonne saison. On me dit, finalement, on ne prolonge pas. Donc, c'est un peu de l'accumulation de toutes ces déceptions qui m'ont encouragé à trouver un certain équilibre autre part. Donc l'année sans club m'a vraiment aidé en fait à avoir une réflexion sur ce que j'étais. Parce que, comme on le disait encore en off, le football, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et t'as pas le temps d'apprécier d'autres choses que le football. Moi, j'ai redécouvert mon frère et ma sœur. C'est un bête truc, hein. Mais passer une soirée avec son frère et sa sœur, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant 12 ans, 13 ans. Donc, et puis tu me posais la question de comment se relever de ça. Ouais, moi, j'ai rêvé de l'OM. Moi, l'OM, c'est l'amour de ma vie. Comment se relever de ça? C'est relativiser. Relativiser parce que, oui, il y a un moment où tu te dis que devenir professionnel, ça va être compliqué. Mais au-delà de ça, tu manques de rien. Et comme j'avais aussi repris le contrôle, entre guillemets, sur ma vie, t'es à l'aise dans ça. Et si t'es à l'aise dans ça, t'es à l'aise dans ce que tu fais, t'es heureux dans ce que tu fais, en vrai, de vrai, tu te construis d'autres rêves. Tu te construis d'autres rêves et d'autres perspectives et peut-être une autre destinée. Donc c'est plutôt comme ça que j'ai vu les choses. Mais sorry. Vas-y. Non, mais c'est ce qu'on disait tantôt avec Gandhi, on parlait justement de ça avant de commencer le podcast, c'est que tu as certaines personnes qui vont s'épanouir pleinement dans le football et tu en as d'autres comme toi qui vont... Parfois, tu as des événements qui font que tu es moins sur le terrain et tu commences à te découvrir des
d'autres, on va dire, sources de stimulation. totalement, Donc c'est ça qui s'est passé en fait. Totalement. Ouais. Et c'est consciemment que tu as fait ce travail de se dire il faut que j'ai des nouveaux rêves, il faut que j'ai de nouveaux objectifs pour pouvoir continuer à me driver, ne pas errer, ou c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Ouais, ça s'est fait tout seul. Ça s'est vraiment fait tout seul. Puis en dehors du football, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc moi à la maison par exemple, quand elle était petite, c'était 19h les infos. Hein, quand on revenait de l'école, c'était les documentaires animaliers sur France 5, Arte. Donc je pense que cette culture générale que j'avais m'a aussi facilité dans Dans la dans la transition. nouvelle transition, une Ouais, nouvelle ouais. forme de découverte en fait de la vie. Ouais. Donc c'est que j'étais pas démuni parce que oui, le foot prenait voilà, c'était 6 jours sur 7, Mhm. plusieurs heures par jour. Mais cependant, j'étais pas démuni parce que j'avais un certain bagage intellectuel, familial, en toute humilité, qui m'a permis de me driver et de faire cette transition-là, quoi. Jusqu'à quel moment tu rêves uniquement d'être joueur de foot professionnel? Est-ce que tu te rappelles d'un moment où enfin, tu es passé de je veux absolument devenir joueur pro à être joueur pro, c'est une option et il y en a d'autres? C'est quand je commence le master, donc en 2020. Donc là, à ce moment-là, c'est encore Ouais, ton rêve. parce que la saison 2019-2020, je suis prêté par le RFC Liège à Solière en D2 amateur et je fais une grosse saison. Et moi, après la grosse saison, mais moi j'ai l'espoir de revenir au RFC Liège. Et je lui disais même à mon entourage, si je reviens au RFC Liège, je ferai toute ma carrière à Liège. Tu sais, c'est à la maison, Ouais. c'est un club historique, il y a Ouais. des supporters, c'est un club incroyable, c'est un club qui te marque. Et puis quand j'ai eu une discussion avec le directeur sportif et qui m'a dit que, ouais, voilà, ça va pas le faire, bah c'est là que je me suis dit, écoute, en vrai de vrai, là, tu vas commencer un master. Le foot, bah, ça va devenir vraiment une option. Et tu vas te concentrer sur le master parce que le master, je pense, avec le parcours que j'ai eu, bah, c'est quelque chose d'incroyable. Franchement, moi, je vais vous le dire, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que si on m'avait dit il y a 5 ans que j'aurais été diplômé de la meilleure école de communication de Belgique, ben, je l'aurais jamais cru. Et je le dis encore en toute humilité. Mais le fait de se relever de cet échec sportif, de se trouver une nouvelle voie, de travailler dur dans cette nouvelle voie, parce que ça n'a pas été facile. Moi, j'ai fait tous les jours Liège-Bruxelles en train. Je continuais à jouer au foot. Ouais. J'avais mes activités en politique aussi, en tant que jeune engagé. Et je me suis posé la question en étant diplômé, est-ce que j'aurais été aussi heureux en signant à Marseille qu'en Ok. réussissant mon master? Ok. Et je sais pas, mais je vais dire égoïstement, je dirais non. Je dirais non parce que, ouais, se relever d'un échec sportif, il n'y en a pas beaucoup, hein. Nous, on a connu énormément de joueurs autour de nous qui, malheureusement, n'ont pas réussi et ont pris Ouais, c'est clair. des Direction. voies, d'autres directions. Tu sais, il y en a qui sont passés par la case prison. Il y en a d'autres qui sont passés par, voilà, par d'autres épreuves qui sont vraiment difficiles. Et c'est là que je me dis non, que c'est gratifiant, en fait. Ouais. Ouais, Non, mais bon. c'est top ce que tu racontes. En fait, on en discutait hier dans la voiture, hein, c'est que au final, la vie, c'est pas forcément une question de gagner les Jeux Olympiques ou gagner des trophées, c'est plus vivre des expériences. Et là, tout ce que tu as vécu, bah, c'est pas juste j'ai commencé en Belgique et j'ai fini à Marseille et Mhm. tu as vraiment vécu des situations. Et je pense que le fait de se relever de tout ça, c'est encore beaucoup plus gratifiant. C'est difficile à vivre, évidemment, Ouais. mais c'est plus gratifiant. Et je pense que tu as une histoire, quoi. Donc, tu as Mhm. quelque chose à raconter, tu auras des trucs à raconter à tes petits-enfants, à tes enfants, etc. etc. Donc, je sens que tu es ému. Ouais. Et puis, Ouais. Non, c'est difficile parce que il y a des moments où je me suis senti seul, Ouais. vraiment. Parce que voilà, le football, c'est un statut social. Ouais. Et quand tu sens que tu déçois des gens aussi, et ça a été dur. Décevoir les gens et aussi le regard des gens qui change, ça, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de mal. Après, voilà, Dieu merci, aujourd'hui, je m'en sors très bien.
Et je peux remercier que Dieu pour ça parce que c'est là, l'avenir, il est tracé là. Ouais. Et l'expérience de vie que j'ai eue, bah, je sais qu'elle va inspirer d'autres personnes et que je peux être un modèle, tu vois. Si je peux aider les gens, en tout cas, c'est avec plaisir que, franchement, beaucoup de respect en que tout je le cas. ferai. Ouais. Ouais. Grand respect. Mais du coup, c'est vrai que si tu as un peu de temps, on peut faire une pause. C'est comme tu Ouais. veux. Ouais, juste sécher mes larmes. On va faire une pause. Je vais aussi aller pisser de suite. Ah, vas-y. Il y a les toilettes là. Ouais. Andy te posait aussi cette question justement par rapport à toute cette question de statut social qui change, de regard des gens qui changent. Parce que bah, toi aussi, tu as connu des montagnes russes, des hauts et des bas, Anderlecht, Ligue des Champions, puis disparaître un petit peu. Enfin, comment toi, tu as vécu ces périodes-là par rapport surtout à ce que... Enfin, que ce soit de manière interne en fait, mais aussi par rapport au regard et aux commentaires des autres. Bah, ça n'a pas été facile. Tu sens que en fait, je sais pas si on a déçu des gens, mais c'est l'impression que ça donne. Parce qu'on a placé tellement d'espoir en nous et que, tu vois, nous, on faisait des gros déplacements. Quand tu fais des déplacements dans tout le pays, tu fais des déplacements de Bruxelles à Courtrai, c'est des 2 heures. À Moucron, c'est 2h30, 3 heures. Et tu as quand même ta mère, ton père ou ton frère qui viennent, quand tu joues en réserve, surtout parce que tu joues le lundi, ils viennent le soir dans le froid, ils viennent te voir. Et tu te dis, bah en fait, je suis en train de les décevoir parce que je suis en train de chuter et que le rêve que moi j'avais, ils étaient en train de vivre mon rêve avec moi, tu vois. Mhm. Ils se battaient avec moi, tu vois. Ils faisaient des sacrifices pour moi, pour que je puisse réussir. Et donc, quand tu chutes un peu, quand tu descends, quand tu connais des échecs, tu te dis, est-ce que si moi je me suis déçu, alors qu'est-ce qu'eux peuvent penser, tu vois. Mhm. Et je sais pas si c'est de la paranoïa, mais du coup, tu as l'impression qu'ils te regardent différemment, qu'ils se posent des questions, qu'ils se disent est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça autrement? Est-ce qu'on aurait dû le laisser continuer? On aurait dû le forcer à faire des études? Est-ce qu'on aurait dû lui faire comprendre que dans le football, il y a une personne sur 1 million qui réussit, ou qui devient professionnel, ou qui devient millionnaire, etc. Tu vois? Et donc, ça fait un peu mal au cœur. Et franchement, c'est quand tu as conscience de ça, tu te poses beaucoup de questions. Moi, je l'ai vécu. Et heureusement, j'ai très vite compris que c'était pas le cas. Je me suis quand même battu pour y arriver, tu vois. Et je pense qu'à un moment, j'ai compris que comme on en a déjà parlé, que c'est plutôt le combat qui inspire et tant que tu te bats, tu peux pas décevoir. Les gens ils sont déçus quand tu abandonnes trop vite, quand tu n'as plus de perspective, quand on te montre une voie fermée et que tu te dis ben, je vais quand même foncer la tête dans le mur et que tu cherches pas d'autres solutions, etc. C'est là que tu déçois. Mais moi j'ai compris que quand, tu vois, comme José, il a dit qu'à un moment il s'était redécouvert, quand il a eu sa période hors foot, ben moi j'ai eu 6 mois sans club en 2018, avant la naissance de mon fils. Et je disais justement que c'est là que je me suis découvert la psychologie, la passion pour la philosophie que j'adore, etc. Et quand j'en ai parlé à mon père, par exemple, que je lui ai dit, bah, moi j'aime la psychologie, je vais faire des études, j'ai vu dans ses yeux la fierté, et je me suis dit, ah, en fait, le foot, c'est pas pour nous, c'est parce que nous, on fait ça depuis qu'on est petit, donc on pense que c'est une finalité, mais pour eux, ils veulent juste voir leur enfant heureux, tu vois. Et ça change beaucoup de choses, mais c'est vrai que t'as plus les mêmes amis, t'as plus autant de contacts, t'as les amis d'enfance parce qu'ils sont là et que ils t'ont toujours apprécié avant que tu sois footballeur, mais sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup de contacts que tu n'as plus. Tu parles avec moi, j'ai déjà parlé avec des coachs qui m'ont dit ouais, on va faire ça pour toi, et puis ils répondent plus au téléphone. Et ça fait un peu mal. Mais voilà, tant qu'il y a la famille derrière, je pense que. Et la famille, et toi qui es croyant, et nous sommes tous croyants, enfin moi je suis croyant aussi, tant qu'il y a la famille et Dieu, je pense qu'on peut toujours se relever, et c'est ça qui nous a permis de. Bah, je dis nous parce que je le prends dedans, qui nous a permis d'aller chercher autre chose et de se dire en vérité, on peut faire d'autres choses et on n'a pas juste des qualités de footballeur. Et c'est ce que je te disais depuis longtemps que moi, j'aimais pas être considéré comme footballeur. Je joue au foot, je suis footballeur professionnel parce que c'est mon métier, mais je suis un être humain qui sait faire d'autres choses. Et c'est ce que j'ai envie de montrer aussi. Mhm. Donc, voilà. C'est fort, hein, c'est fort parce qu'on on sait à quel point dans notre société le football c'est vu comme, on va dire c'est un statut social comme dire je suis médecin, je suis avocat, etc. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui autour de vous vous font sentir ce statut, même si vous, vous avez l'humilité, etc., de se dire, ben voilà, je joue au foot et c'est tout. Ben, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous font sentir que vous êtes différent et qui vont changer de face au moment où ça change. Et donc, le fait de réussir à tenir par rapport à ça,
et de continuer à faire de grandes choses parce que tu as parlé de ton diplôme et ta carrière professionnelle telle qu'elle se développe actuellement, c'est des grandes choses. Donc, il y a une force mentale incroyable et je pense aussi que la conversation sur les choix, comme tu l'as dit, le fait de choisir la sécurité plutôt que l'incertitude de ce rêve, c'est des conversations qui sont très importantes au vu du nombre de personnes qui malheureusement n'arrivent pas non seulement à réussir dans le foot, mais à accepter qu'il faut voir une autre route. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Parce que je pense que ce qui est difficile, c'est que ces gens-là ont le sentiment d'abandonner. Elles ont le sentiment justement que si elles arrêtent, ça veut dire qu'elles sont lâches, ça veut dire que... Et puis aussi, elles veulent peut-être pas lâcher ce rêve de ce statut. Aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Comment tu parleras à une personne qui est à cette croisée des chemins pour qu'elle puisse voir les choses différemment? Moi, je lui conseillerais de prendre le temps de réfléchir. Parce que, certes, avoir un rêve, c'est pas un gage de réussite et de bonheur. Parce que nous, on connaît aussi des footballeurs qui sont footballeurs professionnels, mais qui sont pas forcément heureux dans leur vie. Fort. Parce qu'ils jouent pas, Ouais. parce que ils sont mal entourés. C'est un travail qui doit être fait dans les centres de formation, où en fait, on ne doit pas faire miroiter aux jeunes des possibilités qui n'auront pas tous. C'est vrai qu'on nous disait, oui, voilà, dans un vestiaire de 20, il y en aura un ou deux qui va réussir. Mais on nous a jamais, à 16, 17, 18 ans, tu peux déjà, en tant que formateur, dire à un enfant qu'il y a un certain moment, ça va être compliqué. En fait, il faut driller les parents aussi et les enfants le plus tôt possible. Maintenant, à quel âge ça dépend aussi de la maturité de chacun, de leur faire accepter que ça va être difficile, en fait, beaucoup plus tard. Moi, je suis coach adjoint de la réserve de Liège. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va être facile. Il dirait que le gap entre l'équipe réserve de Liège et l'équipe première de Liège, il est énorme. Mais il y en a plein qui rêvent. Et moi, en tant que grand frère, parce que c'est mes petits frères pour moi, je leur dis, les gars, croyez pas que l'année prochaine, vous allez monter en première, vous allez trouver un club de D1. Ça va être compliqué. Il y a des gens qui sont au-dessus de vous, déjà dans les équipes réserves de plus grands clubs, qui ont plus de chances que vous. Donc, travaillez dur pour aller le plus haut possible. Soyez concentrés sur ce qui est possible de faire, en fait. Et n'oubliez pas que vous restez dans un club, oui, qui a des ambitions, mais qui n'a pas forcément aujourd'hui les moyens de faire monter des jeunes. Ou qui n'a pas vos ambitions. Voilà. Parce que le but d'un club, c'est de générer de l'argent et pas de faire plaisir à tout le monde. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi. Le budget de Liège est serré, c'est connu. Liège veut aujourd'hui se maintenir et maximiser les gains. Donc, l'importance de faire les choix, je pense que il y a un côté personnel où il faut prendre la maturité de savoir s'écouter, d'évaluer aussi le marché, comment il est, évaluer les possibilités. Et il y a aussi le rôle des formateurs et des centres de formation. Ça, c'est hyper important. C'est clair. Et toi, maintenant que tu as... Excuse-moi. Non. Je dis, toi, maintenant que tu as cette casquette, justement, où tu travailles avec ces jeunes qui sont dans cette croisée des chemins pour certains, est-ce que tu as le sentiment... Mais déjà, est-ce que c'est quelque chose de simple, entre guillemets, de leur parler de la possibilité que ça ne marche pas? Est-ce que c'est quelque chose de simple? Et est-ce que si tu arrives à le faire, est-ce que ce message, il est audible à leurs oreilles? Le problème, c'est ça, c'est que ils peuvent t'entendre, mais pas t'écouter. Ce que j'entends souvent aussi, qui sort de leur bouche, c'est « Ouais, mais regarde lui, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que nous, on n'avait pas à l'époque. On n'avait pas ça. Nous, on voyait pas les joueurs de Liverpool, on voyait pas les jeunes de Leipzig, on voyait pas les jeunes de City. Donc, on était concentrés sur notre football à nous, on se donnait à fond et on faisait le maximum. Mais je prends l'exemple de mes joueurs, il y en a plein qui disent « Ouais, mais regarde, lui, il est monté en première, mais il est pas plus fort que moi. Lui, il est pas plus fort que moi. » Mais ça dépend des contextes, ça dépend du marché, ça dépend de plein de choses. Je dis pas qu'ils m'écoutent pas, mais il y a ce côté en fait où ils sont toujours naïfs.
ils sont naïfs et ils veulent pas se rendre compte de la réalité, peut-être pour pas se faire peur. Donc, moi, je pense que je fais mon boulot en les avertissant. Je fais mon boulot en leur donnant des conseils. Après, c'est à eux de prendre cette maturité et d'évaluer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, rien n'empêche un joueur de commencer dans le football amateur et de devenir pro. Je pense à Yannick Loemba, qui a commencé en P1, qui a joué en D1. Donc, il y a aussi cette possibilité-là aussi que je leur dis. Il y a moyen, les gars. Commencez d'abord humblement dans un club amateur. Et il y a toujours moyen, vous êtes jeunes. Mais c'est ça que j'ai l'impression que tout le monde veut devenir... je sais pas, tout le monde veut jouer en première ligue, alors qu'en fait, tu peux très bien jouer en, je sais pas moi, division 2 amateur, avoir d'autres trucs sur le côté et pleinement t'épanouir, quoi. Mais ça, tous ceux qui rêvent n'ont pas facile à accepter le fait de dire je vais être amateur, je vais pas gagner un salaire complet et je vais devoir travailler à côté. Eux, c'est je me réveille le matin, je vais à l'entraînement, je vais à la salle et je rentre à la maison, quoi. Est-ce que c'est aussi lié à ce que tu disais, Andy, le fait d'être réduit à un joueur de foot? C'est-à-dire, je suis X et je suis joueur de foot, que les gens te considèrent comme tel, qu'au club, on vous parle. Enfin, est-ce que c'est ça qui les empêche peut-être de voir les choses différemment? Enfin, je pose la question à tous, hein. Bah, en fait, moi j'ai l'impression, parce qu'en fait, surtout au Standard, à l'époque, comme je disais, c'était le seul centre de formation. En Belgique, ça n'existe pas. Standard avait son centre de formation où tous les joueurs dormaient, allaient à l'école, pas du Standard, mais qui était en collaboration avec le Standard. Et donc, ils étaient bercés par le football H24. Donc, du coup, ils sont un peu dans ce domaine, uniquement dans ce domaine. Ils vivent foot, ils mangent foot, ils dorment foot, ils parlent que de foot à l'école. Et même, ils ont des privilèges grâce au foot. Mais quand tu mets des privilèges grâce au foot à un enfant, tout ce qu'il voit, c'est le foot m'apporte que du bon. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est quand la difficulté vient, tu vois. Et c'est ce qu'il dit, c'est que, en fait, comme tu dis, enfin, c'est comme la question que tu poses, c'est que, oui, en vérité, on leur a mis ça dans la tête. On leur a pas fait voir d'autres perspectives. Aujourd'hui, José, il a vu d'autres perspectives parce qu'il s'est redécouvert et parce qu'il a eu l'intelligence et la sagesse d'aller se redécouvrir grâce à de la lecture et parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait d'autres qualités. Mais pour moi, ça reste exceptionnel. En fait, on pose des généralités sur des cas qu'on peut observer tout le temps. Et ce que nous, on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, dans un moment difficile comme ça, ne se relevaient pas, tu vois. Donc, pour moi, c'est les gens qui arrivent à faire ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et je pense que si aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui n'arrivent pas à voir d'autres chemins quand une porte se ferme, c'est parce qu'on ne leur a pas permis de le voir, on ne leur a pas montré une autre voie, tu vois. Et c'est un peu dommage. Et à ton avis, comment est-ce qu'on devrait leur montrer? Est-ce que ce serait, ça devrait être peut-être en mettant plus l'accent sur l'école pendant qu'ils sont, je sais pas moi, dans les centres de formation? Comment est-ce qu'on devrait leur ouvrir l'esprit à ces jeunes? L'école, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je suis pas fan du système scolaire, pardon, mais parce que c'est chacun ses qualités. Il y en a qui sont pas faits pour l'école, il y en a qui sont pas faits pour les études. Mais peut-être qu'on puisse, durant la saison, ou même en préparation, ou durant l'éducation, leur poser la question, mais qu'est-ce qui t'intéresse à part le foot? Ouais, Qu'est-ce qui totalement. t'intéresse? Totalement. Mais vraiment qu'on les oblige à mettre ça sur papier. Ah, moi, j'aime les films. Bah, ok, on va s'intéresser au cinéma, par exemple. Ah, j'aime dessiner. J'en sais rien, j'invente, mais autre chose que le foot, parce qu'en fait, il faut savoir que des enfants qui ont la possibilité de faire autre chose que du foot vont aussi se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas valorisés que par le foot dans des moments difficiles. Donc, par exemple, si tu te blesses 6 mois, mais que tu te rends compte qu'en fait, tu sais faire autre chose, eh ben, tu ne passes pas ton temps à ressasser une blessure. Donc, ta guérison, elle s'est facilitée parce que tu es moins stressé par rapport à ça. Tu te dis, mais de toute façon, même si je reviens pas, ok, il y a quand même autre chose. Donc, tu es plus tranquille, tu es plus relax par rapport à ça. Et donc, ça permet aussi d'avoir d'autres horizons. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Vraiment leur faire comprendre et en leur mettant en tête que oui, il faut les obliger à se poser, à réfléchir et à se dire, je sais faire autre chose. Si tu sais pas, tu vas apprendre. Et c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, c'est ce qu'il faudrait faire sans limiter leurs rêves, évidemment. C'est ça. Tu vois? Parce que je pense que c'est. Oui, vas-y. Ouais, pour rebondir sur ce qu'il dit, bah, c'est vrai que nous, au Standard de Liège, à partir de U15, tu es dans le mood où tu es dans la même école, vous allez à l'entraînement, vous revenez à l'école, vous repartez en entraînement. Euh, la seule difficulté, entre guillemets, c'est que si tu n'avais pas un bon bulletin, bah, tu
tu ratais un entraînement, tu devais travailler voilà, pour rattraper tes points. Mais on ne s'est jamais intéressé à un étudiant en lui posant la question mais pourquoi est-ce que tu rates maths? Pourquoi est-ce que tu rates sciences? C'était tu rates, travaille plus pour réussir. Alors que le gars n'a pas forcément d'affinité avec cette matière-là. Ouais. Et comme tu dis, y a des garçons qui sont dans ces écoles-là parce que ce sont les seules écoles qui sont en partenariat avec le Standard. Mais il y a des filières qu'on ne peut pas leur proposer. Ouais. Donc, le scope, il est limité, en fait. Et c'est pour ça qu'il est important, aujourd'hui, pour les centres de formation, les formateurs, etc. Et les parents aussi. Et les parents aussi, c'est vraiment très, 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 très important. De dissocier le footballeur et l'homme. Il faut d'abord construire un homme qui sera capable de s'en sortir dans les moments les plus difficiles. Et puis, le footballeur, ça doit être un complément. Tu viens au foot, oui, tu es dans un centre de formation, dans un très bon club, mais c'est pas forcément parce que tu es passé par le centre de formation du Standard, et je suis l'exemple, que tu vas forcément réussir. Alors que si l'homme, tu le drilles, hein, et qu'il est capable de faire d'autres choses que du football, eh ben, si le foot, ça va pas, ben, il saura rebondir. Et c'est là qu'il a le problème, en fait, qu'il y a encore dans le football belge et dans le football en général, c'est que on parle des statuts sociaux, le footballeur a tellement un statut social important qu'on est dévoué à ça, mais on oublie l'être humain. Et l'être humain, il peut être très vite cassé quand le football ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi le driller et le moduler à vivre la vie d'un homme, entre guillemets, normal. Et je dirais même l'être humain, il peut être très vite cassé par des choses hors football qui impactent négativement le football. Aussi. Ouais. Et ça, on fait pas assez attention. Donc voilà. Est-ce que il y a un moment où tu as eu des regrets par rapport à voilà, ce que tu aurais pu faire, les choix que tu as pu poser? Parce que oui, il y a le choix de la sécurité qui, avec le recul, est, comme tu dis, le meilleur choix, parce que ça te permet, après le football, voilà, d'avoir des perspectives d'avenir très, très claires et valorisantes, etc. Mais est-ce qu'il y a des moments où il y a eu des regrets, il y a eu des ah, et si jamais, ah, j'aurais peut-être dû, etc. Ouais, enfin, en vrai de vrai, des regrets sur le fait que j'ai pas réussi dans le football, j'en ai pas parce que moi j'ai tout donné, vraiment. Moi j'ai fait le maximum. Puis il y a tous les à côté, il y a tout ce qui est agent, tout ce qui est. Ça, je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux, faire d'autres choix à d'autres moments, travailler avec d'autres personnes à d'autres moments. Parce que quand tu es jeune et que tu es bon, tu es souvent sollicité, tu le sais. Et tu travailles avec des personnes parce que tu leur fais confiance, puis au final tu te dis ah mais j'aurais dû travailler avec une autre personne. Donc c'est plus dans ce sens-là que j'ai des regrets. Mais sinon, des regrets vraiment en termes de football, carrière et tout, j'en ai pas vraiment. C'est vraiment ces petites choses-là. Mais Est-ce que, excuse-moi, ouais, mais en fait, quand tu as parlé tantôt, où tu étais assez ému, moi, et je pense qu'on a senti que c'était un peu Tu me dis si tu veux rebondir avant sur autre chose. non, j'allais parler de la question des agents. Parce que par rapport au moment où tu étais sans club, Ouais. tu m'avais dit que c'était, selon toi, parce que les personnes avec qui tu travailles n'ont pas fait ce Ouais. qu'il fallait pour te retrouver un projet. Est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, comment tu vis cette situation qui, en gros, selon toi, n'est pas vraiment de ta faute parce que tu as les qualités qu'il faut, tu sors d'une réserve au Sporting, donc ça veut dire que je pense que tu es un joueur de qualité. Est-ce que c'est un moment qui est difficile à vivre parce que il ne dépend pas totalement de toi? Ouais, ça c'est vraiment difficile parce que, comme j'ai dit, moi, sportivement, j'ai tout fait, vraiment. Plus ma dernière année à Charleroi, c'est vraiment l'année où, à la fin de saison, je m'entraîne avec la première, je fais les matchs amicaux lors des trêves internationales, etc. Et quand toi, tu as fait la part de ton travail et que de l'autre côté, il n'y a pas l'aide suffisante et l'aide que tu mérites, là, ça fait mal. Ça fait mal, mais les personnes avec qui j'ai travaillé, ce sont aussi les personnes qui m'ont quand même aidé lorsque j'étais sans club. Parce que je pense aussi que de leur côté, il y a une réflexion. Et elles se sont dit, voilà, le petit, on l'a peut-être mis dans cette situation-là, il faut l'aider, il faut
voilà, c'est lui on va continuer à travailler pour le remettre en selle. Mais oui, donc la question des agents, ouais, c'est quelque chose qui est extérieur aux footballeurs. Donc, ton agent, il peut te dire, voilà, aujourd'hui, Zultoragam est venu te voir. Le Zultoragam n'est jamais venu te voir. Et toi, quand tu es concentré sur le football, tu ne penses pas à ça, tu y crois. Et tu continues à être bon. Mais après, moi, je leur veux vraiment pas. Vraiment pas du tout. Aujourd'hui, c'est des grands frères pour moi. Vraiment, c'est des yayas qui m'ont aidé vraiment dans les périodes les plus difficiles. Donc, c'est quelque chose que tu maîtrises pas, mais c'est quelque chose aussi qui, bien sûr, peut te déranger et faire du mal, quoi. Mais comment tu... J'entends beaucoup ça en fait par rapport à des joueurs qui étaient bons, mais dont la carrière a été compromise à cause d'agents ou de contrats ou des histoires contractuelles. Comment est-ce que tu penses que on pourrait préparer les joueurs à gérer... C'est de ça qu'on parlait tantôt, donc gérer les gens qui gèrent ta carrière. Comment est-ce qu'on pourrait préparer les... Parce que là, on est clairement dans du business et plus dans du sportif. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait... Et les parents aussi. Ouais, Ouais, il y a aussi les parents. Ouais, mais comment est-ce qu'on pourrait, tu vois, limiter la casse à ce niveau-là, à ton avis? moi, j'allais commencer par ça. À partir du moment où j'ai eu un agent, mes parents m'ont moins suivi. Ok. Parce qu'ils se sont dit, écoute, le gars, il est compétent. Bah, la carrière sportive du garçon, on va la déléguer à l'agent. Donc, que les parents ne lâchent pas leurs enfants, tout simplement, et continuent à les suivre. C'est plus qu'ils ne me suivaient pas, mais en tout cas, ils avaient une présence moins importante, en tout cas dans Ok. les décisions sportives. Comment préparer les joueurs? C'est vraiment une bonne Ou les question. joueurs ou même les parents, Ouais, c'est un très bon point que tu as cité, Andy. Comment préparer en fait ouais. le joueur et son entourage à gérer les gens qui gèrent sa carrière, tu vois? Bah, c'est vraiment une bonne question parce que quand l'agent, L'agent, il peut être dans un bureau et toi, t'es pas au courant qu'il est dans un bureau pour toi. Ouais, ouais, ok. Il peut s'arranger de la manière qu'il veut, sauf si voilà, vous trouvez un accord et que le joueur signe. Mhm. Donc ça, c'est une question qui est vraiment compliquée. Je pense que c'est beaucoup du cas par cas. Après, je pense que dans le football, il y a beaucoup plus d'agents qui travaillent bien que d'agents qui travaillent mal. Mhm. Mais ici en Belgique, il y a aussi tout le diaporama des agents qui est assez complexe dans le sens où, il faut se dire la vérité, t'as pas beaucoup de gens qui tiennent T'as quelques personnes qui tiennent le football C'est belge ça. et qui font tourner en fait les joueurs. Ouais. Donc ça, il faut que les parents et les joueurs qu'ils soient au courant en fait de ce cas de figure-là Mhm. aussi. Mais vu qu'on parle de parents, moi je rebondis sur ton poste que tu as mis quand tu as obtenu ton diplôme encore, Mhm. où tu parles de parents prolétaires Ouais. et que tu parles de toi, du coup, tu te définis comme un petit garçon qui avait plus de chances de terminer en prison Ouais. que diplômé d'un master donc en communication dans l'école la plus populaire de Belgique. Mhm. Et du coup, je sens que c'est un peu pour toi une revanche sur la vie. Et je me demande à quel point tu as senti la pression enfin, à quel point tu as senti que tu étais un peu l'espoir de la famille, du coup, peut-être, ou que tu avais de la pression par rapport à la réussite que tu devais avoir, et comment Ouais. tu l'as vécu, comment tu es sorti de cette pression pour te dire, OK, j'ai choisi une voie, mes parents se sont sacrifiés pour faire du foot, pour que je puisse faire du foot, et Mhm. maintenant je choisis de faire des études, et Ouais. peut-être que Ouais. tout le temps qu'ils ont sacrifié, il est mis à la poubelle. Bah, en vrai de vrai, pour vous dire la vérité, moi, mes parents m'ont toujours plus poussé dans les études que dans le football. OK. Donc, donc on va dire que c'est entre guillemets la suite logique. Ils sont contents comme Mhm. ça. Mais non, ils sont très très fiers. Ils sont très très fiers parce que bah, ils m'ont accompagné dans les moments les plus difficiles. Et ils ont vu comment j'ai souffert. Moi, j'ai senti mes parents aussi souffrir. Mhm. Et bah, je vais vous faire une confidence. Moi, quand j'étais en U11, je pense, mon père avait trouvé un boulot qui était à 45 minutes de la maison. Et malheureusement, il ne pouvait plus me déposer au foot. Donc, c'était compliqué. C'était une situation qui était compliquée. Et il a arrêté ce travail pour pouvoir continuer à m'accompagner au foot. Wow. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi que ça m'a donné beaucoup de force pardon, lors de mon parcours scolaire. Je me suis dit, oui, peut-être le football, ça n'a pas été, mais je leur dois au moins ça. Je l'ai fait pour moi, bien sûr, mes études, parce que c'est Mhm. moi qui étudiais, c'est moi qui vais travailler maintenant. Mais c'est une revanche ouais, envers la vie. Et c'est aussi c'est une forme de remerciement aussi. Que mes parents ont quand même beaucoup sacrifié. On a quand même connu des moments privés très difficiles.
Mais aujourd'hui, comme ma mère me disait hier, l'avenir, il est tout ouvert, comme elle a dit avec ses mots. Donc, c'est... Ouais, je les remercie vraiment pour leur accompagnement et surtout leur encouragement tout au long de mon parcours. Même quand j'étais au football, c'était voilà, donne-toi à fond, on verra ce qui arrivera. Et cette réussite scolaire, pardon, c'est vraiment, c'est pour moi, mais c'est aussi pour eux parce que ouais, j'ai été, tu disais que c'était les sports de la famille. Moi, je l'ai jamais senti comme ça. Jamais vraiment eu de pression. Mhm. Je sais que j'étais condamné à la réussite pour pouvoir m'offrir une vie stable. Mais j'ai jamais eu de pression où ma mère m'a dit fais médecin, fais, tu vois. Moi, j'ai toujours eu libre, et les mains libres justement pour choisir un peu mon destin. Et ça aussi, c'est un privilège. Parce qu'il y a d'autres familles, moi j'en connais, qui les parents mettent la pression pour faire certains types d'études. Et finalement, même pour la réussite dans le foot. Dans le football, c'est vrai, comme tu le dis, et les enfants ne sont pas forcément épanouis. Moi, j'ai été épanoui dans tout ce que j'ai pu aborder dans ma vie. Donc tu te considères en paix avec ton parcours? ouais. C'est-à-dire que si tu devais tout recommencer, est-ce que tu aurais poursuivi le même rêve juste en sachant que tu n'allais peut-être pas réussir ou pas? Je demande ça parce que, tu vois, moi, je parlais avec Joël hier et, dans la voiture et je lui disais, en fait, moi, à un moment, mon père, quand ça se compliquait, il m'a dit, mais il se demandait pourquoi est-ce que je persévérais sur cette voie. Et je lui disais, et moi, en fait, ma vision des choses, c'était que c'est pas parce que tu es en, en combat permanent ou que tu souffres que tu n'es pas en paix. Ouais. Moi, je disais, je suis en paix dans cette souffrance. C'est-à-dire que quand je sais que je me donne à fond, même si c'est difficile, c'est là que je suis en paix plutôt que d'aller choisir une voie qui me plaît pas, mais qui est facile, entre guillemets. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, en fait, j'ai compris une chose quand j'ai commencé à lire le livre L'Alchimiste, plein de livres sur la philosophie, j'ai compris qu'en fait, les rêves, ils servent pas toujours à être accomplis. Ouais. Ils servent à grandir et à vivre des expériences qui te complètent en tant qu'homme, tu vois. Et c'est pour ça que, donc là, ma question, c'est est-ce que si tu devais recommencer, en sachant que tu n'allais pas réussir au niveau professionnel en division 1, est-ce que tu aurais choisi le même parcours et tu te serais dit, OK, je vais quand même essayer de réussir en sachant que je ne vais pas le faire? Moi, je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil parce que tout au long de... En fait, je vais vraiment reprendre dans l'ordre. Quand j'étais en U17, je me souviens, on était à la table avec Stéphane Omuyanga et d'autres joueurs, Benny Badibanga, et on se disait, mais les 92, les 93 qu'on a connus au centre de formation, mais aujourd'hui, ils sont où? Et on regardait un peu leurs fiches et tout. Il y en a qui jouaient dans le football amateur, il y en a qui étaient dans des noyaux de D1, mais qui jouaient jamais. Et c'est là que j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que le foot, peut-être que... hein, ouais. Peut-être que ça va être chaud, je croyais en moi. Mais peut-être que ça allait être chaud. Et c'est à ce moment-là que je me suis vu journaliste sportif. Parce que moi, quand j'ai commencé la communication, c'est pour être journaliste sportif. Donc, je me suis dit, écoute, même si tu vas avancer, au moins tente des études. On sait jamais. Mais c'était le foot. Puis, tu avances, tu découvres d'autres métiers de la communication, tu découvres d'autres facettes de ton métier. Et au final, c'est ça qui va m'accompagner toute ma vie. Donc, moi, je suis en paix avec mon parcours. Et si c'était à refaire, même si, comme tu l'as dit, hein, même si c'est pas parce que tu souffres que tu n'es pas en paix. Dans le sens où moi, je me réveillais à 6 h du matin, je prenais le train, Bruxelles, mais j'allais à l'IEX, aller à l'université. J'étais heureux d'y aller. C'était pas une peine. Vraiment, je me levais le matin, je revenais à 23 h parce que je revenais du foot, j'étais fatigué, le lendemain, rebelote. Mais ça n'a jamais été une peine. Donc, j'étais en paix avec ça. Et c'est ça qui m'a drillé aussi qui m'a drivé plutôt tout au long de mes études. Tu te retrouves dans cette notion de paix avec Moi? le parcours, etc. Ouais, fort. Ouais, fort, parce que moi, j'ai connu, comme j'ai dit, hein, moi, à 18 ans, en 2018, donc je signe à Avellino.
Le club fait faillite et je me retrouve sans club, mais mon fils va naître en 2019, là, en janvier. Et je suis sans club pendant 6 mois. Et donc, j'ai une responsabilité quelque part. J'ai une femme qui va avoir un enfant, il y a ma famille derrière, et tu peux paraître irresponsable quand tu cherches à faire carrière alors que tu as des capacités pour faire des études. Mhm. Et donc là, il y a des questionnements et on te demande, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Pourquoi est-ce que tu as eu autant de blessures mais tu continues? Et en fait, et pourquoi tu t'accroches en fait simplement? Et là, tu te dis, mais en fait, moi, ma paix, c'est pas ce que vous pensez. Moi, je suis pas, je me réveille pas pour lire des livres. Si, mais pour juste lire des livres et travailler euh, sans me dépenser ou sans être à la fin de la journée KO parce que j'ai dû courir pour rattraper le retard que j'avais à cause de mes blessures ou parce que j'ai pas de club et je me réveille pas pour ça. Moi, ma paix, c'est je vais me lever le matin, on va me mettre en doute, mais je vais arriver, je vais me battre pour y arriver. C'est ça, moi, la paix moi, c'est ça que j'ai connu. Moi, c'est ça, moi, c'est ma mentalité et ma détermination était comme ça. Je voulais, pas nécessairement pour montrer aux autres, mais pour à moi-même, j'étais comme ça, tu vois. Et donc, je me retrouve un peu dans ce qu'il dit parce que, allez, les gens, ils voient de l'extérieur et ils se disent, mais il est en train ils foncent dans un mur ou c'est difficile et il pourrait faire autre chose, etc. Mais nous, nous en fait, dans notre tête, on est. Non, je suis content, moi. C'est dur, mais au moment où je vais arriver, bah, c'est là que ouais, je vais pleurer d'émotion parce que j'ai pu le faire, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est ça qu'il a vécu, c'est que c'était tellement difficile. Et tu vois, quand tu prends la décision, parce que lui, il a connu le Standard et Charleroi, et il prend la décision, il se dit non, mais maintenant, je vais faire des études. Mais à d'office, des gens qui te disent, oh, t'abandonnes pas un peu trop vite, ou tu vois. Et lui, il se dit non, mais en fait, vous vous rendez pas compte. Moi, là, ce que je vais faire, c'est souffrir, mais ça qui va m'apporter la paix, ça qui va me mettre bien dans la tête spirituellement. Je crois en Dieu et je sais ce que Dieu veut pour moi. Et quand je vais réussir, vous allez comprendre ce que j'ai fait jusqu'ici, tu vois. Mhm. Et après 5 ans, il réussit et tout le monde s'est dit, mais en fait, ouais, il avait raison. Tu C'est ça. J'ai même fait 8 ans d'études. vois. Il fait 8 ans Putain. d'études et il réussit et tout le monde se dit. Ouais, ça a pris 8 ans, t'imagines? Et tu vois, en fait, les gens, ils sont aussi fiers que si tu avais joué au Vélodrome, tu vois. Ouais. Tu te dis, ah ouais, Ouais. ça valait la peine. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment... Ah ouais. Ils se rendent pas compte. On a des responsabilités, mais. Et c'est pas toujours des choix, ce ne sont pas toujours des choix très clairs ou qui sont faciles à comprendre. Mais en vérité, c'est ce qui nous permet de vivre, en fait. Moi, c'est ce qui m'a permis de Mais vivre. c'est ça le kiff en fait, hein, c'est de prendre des décisions que les gens comprennent pas. C'est vraiment ça, Et ouais. Bon, après, moi, je suis pas forcément en mode ah, ils vont voir, mais c'est vrai que le regard des autres quand tu t'accomplis quelque chose, enfin, quand tu prends une décision à laquelle ils s'attendaient pas et qu'en fait, tu y arrives, c'est c'est spécial. Ouais, ouais, c'est Ouais, clair, c'est ouais, clair. ouais, non, C'est clair. Ah ouais. C'est. c'est fort. Et comme vous l'avez dit plusieurs fois ici, c'est surtout le parcours qui est inspirant et Ouais, au grave. plus il est parsemé Mhm, d'obstacles et de moments de doute, au plus il peut inspirer les mhm, personnes qui le suivent et Mhm. qui vivent aussi ces choses-là, mhm. que ce soit dans un domaine similaire ou totalement différent. Ouais, surtout que lui, t'as son petit frère. Moi, j'ai connu son petit frère quand il était petit, hein, donc ça Mhm. fait. Il y a quoi? Il y a Ouais. 15 ans. Ouais. Non, il y a plus de 15 ans. Et il était vraiment petit. Donc, tu vois, et tu te Mhm. dis, mais en fait, il m'a vu en tant que footballeur, mais il a vu que j'étais un footballeur qui a. J'aime pas dire échoué, tu vois, parce que moi, je considère que j'ai déjà donné la définition, l'échec, c'est pas vraiment ce qu'on pense, mais Ouais. qui a raté, qui a emprunté une autre voie et qui a réussi quand même. Mhm. Et en fait, c'est ça Mhm. l'accomplissement. C'est Mhm. pas d'avoir gagné un ballon d'or, tu vois. C'est vraiment de. Je suis tombé, la vie, comme il a dit, et pas seulement le football, m'a mis des coups à moi, à mes parents, parce que mes parents ont vécu mon rêve avec moi. Et malgré ça, bah, je suis encore debout aujourd'hui et je fais peut-être encore quelque chose de mieux, tu vois. Ouais. Et surtout, enfin, vous êtes en fait tous les deux dans des positions où vous êtes avec ces jeunes-là pour pouvoir leur diffuser ce genre de message et leur donner Mhm. cette inspiration Ouais. de manière directe. Et voilà, je pense que votre parcours, tout comme cette discussion, va en toucher beaucoup comme on l'avait prévu. Mais du coup, moi, j'ai juste une dernière question. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu lui dis du coup à ton petit frère quand il a des moments de doute? Ou, tu vois, parce que tu disais, ça t'a permis maintenant de passer du temps avec ton petit frère et ta petite Ouais. sœur. Mais même pas seulement ton petit frère, qu'est-ce que tu leur dis quand ils ont des moments de doute ou que, je sais Mhm. pas ce qu'ils veulent aujourd'hui faire dans la vie, mais peu Ouais. importe. Euh, Mon petit frère surtout, parce que c'est la génération tête brûlée un peu. Oh, C'est c'est la génération incroyable. un peu tête brûlée. Moi, je lui dis seulement de suivre sa voie, de suivre son chemin personnel,
de se fixer des objectifs et de faire le maximum pour atteindre ces objectifs. Mon petit frère est passionné de mode. Il veut créer plus tard, et je lui souhaite, sa marque de vêtements et tout. C'est un monde qui n'est pas facile. C'est un monde qui est élitiste comme le football. Donc, il y a des corrélations avec le monde du football qu'il a aussi connu, parce qu'il a joué au Standard, à Liège, chez les jeunes. C'est tout simplement ça. C'est vraiment de se donner à fond dans tout ce qu'il fait pour pas avoir de regrets et se fixer ces objectifs-là, de travailler dur pour atteindre les objectifs. Et au final, si les objectifs ne sont pas atteints et qu'ils considèrent ça comme un échec, ben l'échec, c'est être un tremplin. C'est être un tremplin pour pouvoir se redécouvrir, s'ouvrir à d'autres choses et surtout s'améliorer en tant qu'homme. Parce que nous, enfin moi en tout cas, j'ai connu vraiment le gros échec football à 24 ans, où je me suis dit, écoute, le monde pro, ben, c'est terminé pour moi. Mais c'est l'année où je commence le master. Donc, et peut-être que si j'avais continué à Liège, ben, aujourd'hui, 3 ans après, j'aurais pas de diplôme, j'aurais été remplaçant dans un club de 2D2 amateur. Tu sais pas. Donc, c'est toujours essayer de rebondir, s'écouter et donner le maximum. Moi, c'est toujours ce que je lui dis. En lui donnant toujours des exemples. Hein. Hier, par exemple, on parlait de Mousse. Mousse, Charlie Moussonda, pour ceux qui nous écoutent. Moi, c'est le meilleur joueur qu'on a vu jouer, avec lequel on a joué, contre qui on a joué. Ouais, lui et Alen Halilovic. Ouais. Et ce que je lui dis, c'est que dans la vie, tu peux être bon pendant un moment, puis à certains moments, tu seras moins bon. Mais c'est là qu'il faut aussi se remettre en question et travailler pour pouvoir être meilleur. Tout ça. Merci José d'être venu merci ici à vous. avec nous. Merci pour cette conversation. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à, comme d'habitude, vous abonner, liker, commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et surtout, être au rendez-vous pour les prochaines discussions au mental. Merci à vous tous et à très bientôt.